Le prochain sujet est une présentation par Hydro-Québec au sujet des activités liées à la fermeture de la centrale nucléaire de Gentilly 2, tel qu'est annoncé dans le document CMD 14M78. Alors, Madame Pelletier, vous avez la parole. Bienvenue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, bonjour. Je me nomme Louise Pelletier. Je suis directrice principale projet de développement et production nucléaire chez Hydro-Québec. Je suis accompagnée aujourd'hui de M. Bernard Poulain, vice-président exploitation des équipements de production chez Hydro-Québec Production, et de M. Mario Désilet, directeur production nucléaire Gentilly 2. Depuis octobre 2012, beaucoup de travail a été accompli. Il y a évidemment toutes les activités liées au déclassement en tant que tel, dont nous ferons d'ailleurs état dans quelques minutes. Toutefois, le contexte de fermeture de la centrale dans lequel nous évoluons requiert un travail tout aussi important en termes de gestion des ressources humaines. Le maintien et la disponibilité de ressources requises pour supporter les activités de déclassement sont des aspects importants auxquels Hydro-Québec a porté une attention particulière en déployant des mesures spécifiques. De plus, dès l'annonce de la fermeture de la centrale par le gouvernement, Hydro-Québec s'est assuré de garder du personnel compétent et qualifié pour mener à bien les activités et procéder au transfert des connaissances lors du départ de certains employés. La planification et la réduction des effectifs ont toujours été faits en fonction de la charge de travail requise au plan de déclassement. Nous nous assurons de suffire aux besoins en ressources générales ou spécialisées pour la réalisation des différentes activités. Une nouvelle structure composée d'une soixantaine de personnes, tous des employés provenant de la centrale, prendra la relève à partir du 1er janvier 2015. Cette structure, établie par Hydro-Québec, acceptée par les syndicats et présentée au personnel de la CCSN, est pensée en fonction de nos responsabilités de surveillance et de maintien des systèmes. Un plan de formation détaillé est en vigueur afin d'habiliter le personnel qui demeurera en place lors de l'atteinte de l'état de stockage sûr et maintenir leur qualification de façon à satisfaire aux exigences de la Commission. Un peu plus de 600 personnes travaillaient à la centrale lors de l'annonce de la fermeture en septembre 2012. De ce nombre, près de 80 % se sont relocalisés dans l'entreprise, ont pris leur retraite ou ont quitté l'entreprise pour un autre employeur. Depuis le tout début, un plan d'accompagnement a été déployé pour venir en aide aux employés, tant pour les supporter dans leurs efforts de recherche d'emploi ou de relocalisation que pour les soutenir au niveau psychologique. Un projet de l'envergure de celui du déclassement de Gentilly 2 requiert la mobilisation du personnel. Aussi, il était primordial pour nous de maintenir un bon climat de travail et de bonnes relations avec les syndicats. Nous avons organisé sur une base régulière des rencontres d'information avec les différentes équipes de travail conformément à notre plan de communication interne. Nos indicateurs suggèrent que nos employés sont demeurés concentrés sur les bonnes manières de faire et sur les processus, minimisant ainsi le risque d'incident. Nous avons également appuyé nos relations de travail sur des communications soutenues et bidirectionnelles avec les syndicats. Cette collaboration significative des représentants syndicaux a notamment permis de convenir de plusieurs lettres d'entente, de mettre en place la structure permanente, de relocaliser plusieurs employés et de régler de nombreux griefs. Nous avons aussi pris soin de maintenir de bonnes relations avec nos partenaires du milieu. Depuis l'annonce de la fermeture de la centrale nucléaire, Hydro-Québec a maintenu un canal ouvert avec les municipalités limitrophes, soit Bécancour, Champlain et Trois-Rivières, de même qu'avec le Conseil des Abénaquis de Wolinack. En effet, des rencontres annuelles et ponctuelles ont lieu avec chacun de ces partenaires ainsi qu'avec tout autre intervenant du milieu qui porte un intérêt envers nos activités. Au cours de la prochaine période, soit de 2015 à 2020, le renouvellement de notre permis est notamment prévu en 2016. Les discussions sont déjà entamées avec le personnel de la Commission. Des rencontres régulières sont planifiées entre le personnel d'Hydro-Québec et de la CCSN afin de faire le suivi des actions et de s'assurer que les travaux avancent de part et d'autre pour respecter les échéanciers.
En conclusion, je tiens à souligner que chacune de nos actions a été et continue d'être réalisée avec la même rigueur et le même professionnalisme qui a toujours caractérisé le travail de nos employés. Je laisse maintenant à Mario Desilets le soin de vous détailler les activités de déclassement qui ont été réalisées au cours des 2 dernières années et de vous expliquer celles à venir au cours de la prochaine période de 2015 à 2020. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, bonjour. Je me présente, Mario Desilets, directeur de la centrale de Gentilly 2. Il me fait plaisir de venir vous présenter un bilan des activités de déclassement réalisées à la centrale nucléaire de Gentilly 2 en 2013 et en 2014. Tous ces travaux ont été réalisés dans un but, permettre à l'installation nucléaire de satisfaire les critères afin de déclarer l'état de stockage sûr et d'entreprendre la période de dormance le 1er janvier 2015, comme prévu à l'échéancier. Par la suite, je vous ferai part des activités que nous allons réaliser durant la prochaine période, soit de 2015 à 2020. Comme nous l'avons indiqué lors de notre passage ici même au printemps 2013, nous avons mis en place pour réaliser le projet de déclassement une structure de travail qui nous a permis de réaliser les activités dans le respect de nos priorités, soit la sûreté des installations, la santé et la sécurité, ainsi que la radioprotection et le respect de l'environnement. Il s'agissait d'une structure de gouvernance simple, orientée vers la gestion efficace des activités, composée de 3 unités de gestion avec des mandats distincts, soit un bureau de direction, une équipe de préparation des travaux et une équipe d'exécution des travaux. La première unité de gestion, le bureau de direction, avait pour mission d'assurer la réalisation de la phase de stabilisation. Au cœur de ce bureau de direction, le comité de direction avait la responsabilité de veiller à la gestion du projet, d'assurer le déploiement des ressources et d'en rendre compte. Il devait s'assurer que les activités soient réalisées en conformité avec les encadrements en vigueur et dans le respect de l'échéancier et du budget. La seconde équipe, l'équipe de préparation des travaux, devait, quant à elle, élaborer les stratégies de mise en retrait et de reconfiguration des systèmes. Elle devait préparer toute la documentation requise pour l'exécution des travaux et maintenir à jour le plan de fin d'exploitation. Cette équipe voyait aussi à l'élaboration, la validation et la mise à jour des encadrements, ainsi qu'au suivi des aspects réglementaires. Enfin, la troisième équipe, l'équipe d'exécution des travaux, était responsable de la réalisation des travaux. Elle s'assurait que ceux-ci soient réalisés dans le respect des règles de santé et sécurité, de radioprotection et d'environnement. Elle était également responsable de veiller à ce que les travailleurs aient la formation requise pour l'exécution des tâches assignées. L'organisation transitoire mise en place en 2013 a permis de compléter les activités de déclassement liées à la phase de stabilisation. Au fur et à mesure du déroulement de ces activités, l'organisation transitoire a migré progressivement vers une organisation permanente, laquelle prendra la relève à partir du 1er janvier 2015. Il s'agit d'une organisation centrée sur les besoins de la prochaine phase. Elle sera composée d'un directeur d'installation, titulaire du permis d'exploitation, qui dirigera 3 unités. L'unité maintenance, l'unité soutien technique et l'unité environnement et sécurité. L'unité maintenance sera responsable de tous les systèmes de l'installation, principalement des programmes de surveillance, de l'entretien préventif et correctif. Elle sera aussi responsable du transfert du combustible irradié de la piscine vers les modules de stockage à sec. L'unité soutien technique aura la responsabilité des affaires réglementaires, de l'ingénierie de maintenance, de la formation, du programme d'assurance qualité et du programme d'action corrective. Quant à l'unité environnement et sécurité, elle sera responsable des programmes de surveillance environnementale, de santé et sécurité, de mesures d'urgence et de radioprotection. Un mot maintenant sur la gestion et le développement des compétences de cette nouvelle équipe. Tout le personnel de la nouvelle organisation reçoit notamment un programme de formation théorique et pratique adapté aux tâches que chacun aura à exécuter.
La formation détaille, entre autres, le fonctionnement des équipements en service dans l'installation nucléaire, ainsi que leur programme de surveillance. La formation intègre aussi les notions liées au programme d'assurance qualité, de radioprotection et de sécurité adaptées à la nouvelle réalité des employés. À la fin de la formation, chaque personne sera habilitée à bien s'acquitter de ses fonctions et responsabilités. Comme auparavant, l'installation nucléaire aura son plan d'action en santé et sécurité au travail, lequel sera rigoureusement suivi par le directeur de l'installation nucléaire, qui aura à en rendre compte à ses supérieurs. Le plan contient différents éléments, dont les visites d'inspection, les réunions de sécurité, les rencontres individuelles, les réunions du comité local de santé et sécurité, les analyses d'événements, la revue annuelle de direction et bien d'autres. Malgré le nombre d'activités qui se sont déroulées en 2013 et 2014, notons qu'il n'y a eu que 3 pertes de temps en 2013 pour un taux de fréquence de 0,84 et qu'une seule perte de temps en 2014 pour un taux de fréquence de 1,16. Précisons que le taux de gravité de 13,9 en 2013 se situera à 1,54 en 2014. Durant ces 2 années, une attention particulière a été portée au niveau de la radioprotection. En effet, plusieurs plans à l'ARA ont été préparés pour encadrer les activités de déclassement qui, dans plusieurs cas, étaient réalisées pour la première fois dans un tel contexte. Notons que la dose moyenne par individu pour l'année 2013 se situe à 0,25 millisieverts et que pour les 2 premiers trimestres de 2014, elle est de 0,26 millisieverts. Ces bilans font foi de l'attention accordée à la radioprotection et la santé et sécurité par les employés et la gestion. Au cours des années 2013 et 2014, plusieurs étapes liées au processus de déclassement ont été réalisées conformément au plan détaillé de stabilisation transmis à la CCSN en mars 2013. La première étape que nous avons entamée fut le déchargement du combustible. Débuté dès janvier 2013, nous avons complété cette activité et atteint l'état cœur déchargé du réacteur le 3 septembre de la même année. Nous avons ensuite procédé aux activités couvrant le drainage et l'assèchement du circuit caloporteur à partir de l'automne 2013. Le drainage comme tel a débuté en janvier 2014 pour terminer en juin. Parallèlement à l'étape précédente, le liquide du caloporteur a été mis en baril et expédié pour valorisation chez un autre détenteur de permis. Ensuite, ce fut le drainage et l'assèchement du circuit modérateur qui ont été réalisés d'août à novembre 2014. Afin de vidanger les réservoirs de résine usée contaminés, 2 campagnes de transfert de résine vers les installations de gestion de déchets radioactifs solides ont été menées. Une première en octobre et novembre 2013 et une seconde d'avril à septembre 2014. La mise en retrait des différents systèmes devenus non requis dans le bâtiment réacteur et le bâtiment turbine s'est effectuée en continu depuis l'été 2013. Enfin, les travaux de réfection de la piscine, débutés en juin dernier, sont toujours en cours et devraient être terminés en début 2015. Nous sommes aussi à compléter actuellement tous les documents résultant de notre nouveau système de gestion, lequel encadre les activités qui seront réalisées durant la période de 2015 à 2020. Ces documents couvrent les différents programmes, dont la radioprotection, l'environnement, la sécurité, les incendies et les mesures d'urgence. Certains systèmes doivent demeurer en service afin d'assurer le refroidissement du combustible dans la piscine de stockage. Il s'agit notamment des systèmes d'eau de refroidissement, d'air comprimé, d'électricité et de protection incendie. Des modifications sont requises pour ces systèmes afin de les adapter à leur nouvelle mission. Ces modifications d'ingénierie sont réalisées conformément au processus en vigueur. Avec son arrêt définitif et la mise en retrait des équipements, l'installation nucléaire de Gentilly 2 a atteint la première phase de l'état de stockage sûr. En effet, l'état de stockage sûr se divise en 2 phases. L'état de stockage sûr piscine,
stockage du combustible irradié dans les piscines, et l'état de stockage sur sec, stockage du combustible irradié à sec dans les modules CanStar. Les principales activités réalisées qui permettent de déclarer l'état de stockage sur piscine de l'installation nucléaire de Gentilly 2 sont les suivantes. L'entreposage de l'eau de trissier hors du bâtiment réacteur. Le drainage des systèmes d'eau légère. Le retrait et la disposition des huiles des systèmes situés dans le bâtiment réacteur. Le transfert des résines usées des systèmes également situés dans le bâtiment réacteur. La prochaine étape se déroulera de 2015 à 2020. Au cours de cette période, le combustible irradié sera transféré vers le site d'entreposage à sec après son séjour planifié en piscine. Nous allons également procéder à la réalisation de différents programmes tels le programme de maintenance préventive des systèmes de sûreté, le programme de gestion du vieillissement, afin de s'assurer que les systèmes, structures et composants demeureront sécuritaires tout au long de la période de stockage sûr, et enfin, le programme de surveillance environnementale. Nous allons aussi travailler au renouvellement de notre permis prévu en 2016. 2 nouveaux modules CanStar seront construits afin de compléter l'entreposage du combustible irradié. Ensuite, nous finaliserons la mise en retrait des systèmes au fur et à mesure que ceux-ci ne seront plus requis. Et finalement, nous procéderons au drainage du caisson, des boucliers et des piscines. C'est à ce moment que l'installation nucléaire aura atteint l'état de stockage sûr à sec, pour lequel nous allons également préparer le plan de surveillance pour la période de 2021 à 2050. Ceci conclut donc ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant vous présenter une vidéo que nous avons préparée et qui résume les activités de déclassement réalisées au cours des 2 dernières années. Le 20 septembre 2012, lorsque les intentions de fermer la centrale de Gentilly 2 ont été confirmées par le gouvernement, Hydro-Québec a tout de suite mobilisé ses ressources. Pour nous, le défi était grand et nous l'avons relevé avec courage, rigueur et détermination. Les travaux se sont faits jusqu'ici dans le respect des plus hauts standards et des meilleures façons de faire. Pour les réaliser, Hydro-Québec a pu compter sur le soutien de ses employés, ceux-là dédiés à faire du processus de déclassement une activité tout aussi sûre et sécuritaire que l'ont été les 29 ans d'exploitation de la centrale. En quelques images, voici un résumé de ces travaux. Le processus de déclassement de la centrale de Gentilly 2 s'est amorcé par le déchargement du cœur du réacteur. Pour ce faire, chacun des 380 tubes de force ou canaux a dû être vidé de son combustible. Chaque canal contenait 12 grammes de combustible irradié. Cette opération s'est effectuée à l'aide des 2 machines à chargement qui venaient se fixer à chacune des extrémités d'un même canal. Les machines procédaient selon des séquences prédéterminées et automatisées. Pour accomplir cette tâche, les machines ont dû être modifiées. À la machine donnante, nous avons ajouté des équipements permettant d'allonger la portée des vérins mécaniques et hydrauliques, ceci pour pousser le combustible à travers tout le canal. La machine qui reçoit le combustible a quant à elle été délestée d'équipements non nécessaires afin de recevoir les 12 grammes de combustible irradié. Une fois le canal vidé et refermé à chaque extrémité, la machine remplie de combustible irradié se dirigeait vers le canal de déchargement pour y déposer son contenu. Le combustible était ensuite acheminé vers la piscine de stockage. Les 2 machines se dirigeaient alors vers le prochain canal à vider. Ce processus s'est répété ainsi pour l'ensemble des canaux. Le circuit caloporteur est le système qui achemine la chaleur produite par le réacteur au générateur de vapeur.
l'ensemble du circuit caloporteur contient 230 000 litres d'eau lourde, ou l'équivalent de 1150 barils. Le circuit a été drainé en 4 phases distinctes. À travers un circuit auxiliaire, nous avons d'abord drainé le côté primaire des générateurs de vapeur, ainsi que les tuyauteries d'entrée et de sortie jusqu'au niveau des collecteurs, dans un réservoir de stockage situé dans le bâtiment réacteur. Par la suite, les collecteurs ont été drainés à l'aide des machines à chargement, préalablement modifiées pour cette tâche. En troisième étape, nous avons drainé les systèmes auxiliaires du circuit principal. Parmi ces systèmes, on trouve notamment le contrôle de pression et inventaire, le transfert et la récupération d'eau lourde, le refroidissement en temps d'arrêt et le stockage. Finalement, les 380 canaux de combustible ont été drainés en y branchant successivement les machines à chargement. Nous avons réalisé cette étape de façon automatisée et l'avons surveillée à distance afin de respecter les meilleures pratiques en radioprotection. Parallèlement à l'exécution de ces 4 phases, nous avons graduellement transféré l'eau lourde depuis un réservoir situé dans le bâtiment réacteur vers des réservoirs de stockage prévus à cet effet dans le bâtiment des services. Par la suite, la totalité de l'eau lourde a été mise en barils, puis expédiée pour valorisation. Cette opération a été exécutée en respectant la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses. Après le drainage du circuit caloporteur, une quantité d'eau lourde était toujours présente dans les points bas du système. Pour extraire cette eau, nous avons eu recours à une méthode de séchage sous vide. Ce système se compose de plusieurs équipements raccordés au système caloporteur et à ses auxiliaires. Il crée un vide presque absolu. À cette pression, l'eau bout à la température ambiante. Ceci permet de faire circuler la vapeur jusqu'à des points de condensation et de drainage. L'eau ainsi extraite du circuit a été acheminée dans les réservoirs de stockage dans le bâtiment des services. Le circuit modérateur est un système en eau lourde circulant dans le cœur du réacteur pour favoriser le processus de fission. Il contient 232 000 litres d'eau lourde, soit l'équivalent de 1160 barils. Ce circuit a été drainé en 3 phases distinctes. La plus grande quantité d'eau lourde, soit 217 000 litres, est contenue dans la cuve du réacteur. Dans un premier temps, cette eau a été drainée par gravité vers les réservoirs prévus à cette fin, dans le bâtiment des services. À ce stade, il restait encore 15 000 litres d'eau dans le circuit. Par le biais de boyaux temporairement installés, cette eau a été drainée vers les mêmes réservoirs de stockage situés dans le bâtiment des services. Enfin, à la suite du drainage complet de l'eau lourde du système modérateur, nous avons asséché ce circuit. Afin d'amener le bâtiment réacteur et le bâtiment turbine dans un état de stockage sûr, nous avons mis en retrait de façon définitive plus d'une centaine de systèmes et sous-systèmes. Pour ce faire, le personnel a dû développer les nombreuses procédures qui ont mené à la réalisation de plusieurs activités. Les travailleurs ont ainsi drainé plus de 10 millions de litres d'eau et d'huile, manipulé plus de 5000 vannes et quelques 1000 disjoncteurs, déconnecté une multitude de tubulures servant à acheminer l'air aux instruments de contrôle, et couper toute source d'énergie de la totalité des équipements non requis. Les résines servent à purifier des systèmes tels que le système caloporteur, le système modérateur, le système débouclier et les piscines. Tout au long de la vie utile de la centrale, les résines usées avaient été entreposées dans 2 réservoirs situés au sous-sol du bâtiment de l'alimentation électrique d'urgence. La présente activité consistait donc à drainer les résines des 2 réservoirs où elles étaient entreposées et à les transférer vers l'aire de stockage à sec.
L'équipement nécessaire à l'extraction des résines comptait 130 contenants pour le transport des résines usées, 2 châteaux de transfert, un système d'extraction, ainsi que des fardiers pour transporter les châteaux de transfert et les contenants. Jusqu'à maintenant, 2 campagnes de transfert de résine ont été réalisées, une première en 2013 et une seconde en 2014. Une 3e campagne est prévue en 2015 pour le drainage du fond des réservoirs. Le combustible déchargé du réacteur séjournera dans la piscine durant 7 ans avant d'être transféré vers le site de stockage à sec en 2020. Afin d'assurer la pérennité de la piscine, nous avons entrepris des travaux de réfection du revêtement des murs de la piscine de stockage en installant une membrane caoutchoutée. Comme cette membrane devait être installée sous l'eau et en présence de combustible radioactif, ce sont des plongeurs adéquatement formés qui ont réalisé ces travaux. Des mesures de radioprotection adaptées à ce type de travail ont été mises en place, notamment une formation sur les aspects radiologiques, des simulations hors piscine jusqu'à la maîtrise de l'exécution, un suivi en temps réel des doses à l'aide d'appareils de télédosimétrie, l'éloignement du combustible de l'aire de travail et l'installation de filets de protection pour délimiter la zone de travail. Vous l'avez constaté, c'est un travail colossal qui a été accompli depuis 2 ans. Nous sommes fiers d'avoir relevé le défi avec succès. Durant la prochaine étape, de 2015 à 2020, différents projets se dérouleront en parallèle. Entre autres, nous allons compléter l'entreposage du combustible irradié en le transférant de la piscine vers les unités de stockage à sec. Nous allons finaliser la mise en retrait des systèmes. Nous allons travailler au renouvellement de notre permis. Et enfin, nous allons préparer le plan de surveillance de l'état de stockage sûr pour la période de 2021 à 2050. À ce moment-là, devrait débuter le transfert du combustible irradié au site d'entreposage canadien. Hydro-Québec s'acquittera de ces tâches avec toute la rigueur et le professionnalisme qu'elles exigent. Comme nous l'avons fait au cours de toutes ces années d'activité à la centrale de Gentilly 2, nous continuerons de prioriser la sécurité du public et de nos travailleurs, ainsi que la protection de l'environnement. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprécier toute l'ampleur du travail réalisé. Je crois qu'il est essentiel ici de souligner l'engagement exceptionnel de nos employés qui ont su relever ce défi avec toute la rigueur et le professionnalisme requis. J'aimerais maintenant céder à nouveau la parole à Mme Louise Pelletier. En janvier 2010, Hydro-Québec me confiait la responsabilité du volet nucléaire au sein de l'entreprise. Au terme de plus de 39 années de service, je prendrai ma retraite le 31 décembre prochain. Ce fut un grand plaisir de travailler avec une équipe de cadres chevronnés et avec des employés dédiés. À la suite de mon départ, la responsabilité du volet nucléaire d'Hydro-Québec relèvera au 1er janvier 2015 de la vice-présidence exploitation des équipements de production de la division production d'Hydro-Québec dirigée par M. Bernard Poulain. Ce dernier veillera à la poursuite des activités de déclassement de l'installation de Gentilly 2 avec la même rigueur et le même professionnalisme qui ont toujours caractérisé nos actions dans le passé. J'aimerais aussi profiter de cette dernière occasion devant vous pour souligner l'excellent travail du personnel de la Commission. Leur travail fut d'autant plus apprécié au cours des 2 dernières années qui ont été sans aucun doute les plus difficiles de l'histoire de Gentilly 2, et ce, sur tous les plans. Je peux affirmer en toute sincérité que votre support a contribué à la qualité et au succès du travail accompli par nos employés de notre organisation et au sentiment de fierté que nous en retirons. J'aimerais maintenant passer la parole à M. Bernard Poulain, qui aimerait vous adresser quelques mots. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, bonjour. Je me présente Bernard Poulain. Je suis vice-président exploitation des équipements de production pour la division Hydro-Québec Production. C'est dans un esprit de continuité que nous accueillerons à la vice-présidence l'installation nucléaire de Gentilly 2 en janvier 2015.
À ce titre, je m'engagerai avec l'équipe de l'installation de Gentilly 2 dans la poursuite des activités qui ont été planifiées pour les années à venir avec tout le professionnalisme et la rigueur qui s'imposent. J'ai pu suivre au cours des dernières années les différents dossiers entourant Gentilly 2 puisque je siège sur le même comité de gestion de la division production que ma consoeur Louise Pelletier. En effet, j'ai eu régulièrement accès au rendre compte des activités de cette installation et au fil du temps, j'ai pu prendre connaissance de divers dossiers tels que le cadre réglementaire, la planification des activités de déclassement, les enjeux 2015-2020, les ententes et partenariats, pour ne nommer que ceux-là. Parmi les activités qui nous mobiliseront au cours des 6 prochaines années, il y aura notamment le transfert du combustible irradié vers les installations de stockage à sec après son séjour en piscine. Nous travaillerons aussi au renouvellement du permis qui vient à échéance en 2016. Certains des dossiers et enjeux qui caractérisent la gestion de l'installation de Gentilly 2 sont similaires à ceux qui existent pour la gestion du parc de production dont j'ai la responsabilité. Un parc composé d'une 60aine de centrales hydroélectriques et plus de 750 barrages et ouvrages régulateurs. Tout comme à Gentilly 2, l'exploitation sûre et sécuritaire des barrages est également assujettie à une réglementation stricte, notamment la loi sur la sécurité des barrages. La vice-présidence compte des équipes spécialisées d'expertise, tant à Montréal que dans les différentes régions du Québec. Autant d'entités qui pourront, lorsque requis, appuyer les activités en cours au site de Gentilly 2. Plusieurs anciens employés de la centrale de Gentilly 2 œuvrent d'ailleurs maintenant au sein de ces unités. C'est donc avec confiance que je peux affirmer que l'expertise de la vice-présidence exploitation des équipements de production, jumelée à celle de l'équipe permanente de Gentilly 2, permettra de poursuivre la mission qu'Hydro-Québec s'est donnée, soit de procéder au déclassement de Gentilly 2 de façon sûre et sécuritaire, le tout en conformité avec les exigences réglementaires applicables à l'intérieur des échéanciers et des coûts prévus. C'est avec plaisir que nous nous rendons maintenant disponibles pour vos questions. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation.